Max sur i24 News, bienvenue à tous. Nouvelle édition spéciale aujourd'hui. Nous allons nous pencher sur la situation économique dans la bande de Gaza. Où en est-on après une vingtaine de jours d'affrontements? Quel impact, quel coût pour l'activité? Qui va payer la reconstruction? L'économiste Jacques Bendelak sera en ligne avec nous. Nous nous intéresserons également à la gestion de ce territoire par le Hamas. Quels résultats pour ces 7 années de règne sans partage? Comment expliquer aussi ce contraste entre la misère des Gazaouis et l'opulence dans laquelle vivent les leaders du groupe islamiste? Nous interrogerons un expert du sujet, le docteur Moshe Elad. Et puis en fin d'édition, nous tenterons de comprendre les mécanismes du financement des groupes terroristes et paramilitaires. Yves Mamou, journaliste et spécialiste du Hezbollah, nous livrera ses éclairages. Et puis notre analyste Lionel Friedfeld nous accompagne tout au long de cette édition. Et on s'intéresse pour commencer à ce qu'il advient ces jours-ci de la bande de Gaza sur le plan économique. On sait que depuis plusieurs années, ce territoire sous contrôle du Hamas inquiète par ses indicateurs économiques. Taux de chômage de 40%, plus des 2/3 des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Et le conflit qui a débuté il y a une vingtaine de jours va bien sûr aggraver ce constat. Alors en ligne avec nous depuis Jérusalem, économiste et sociologue Jacques Bendelak, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous enseignez en université et vous êtes directeur de recherche à l'Institut israélien de sécurité sociale. D'abord, quel tableau dressez-vous de cette situation économique à Gaza? Une économie déjà mal en point, avec toujours une très forte dépendance de l'extérieur. Oui, un tableau bien noir. Une économie qui n'a jamais réussi à décoller. Une économie qui est aujourd'hui considérée comme une des plus pauvres du monde, avec une densité démographique la plus forte du monde, et donc une situation catastrophique qui l'était déjà avant le début de ce conflit, et qui va l'être encore davantage, vu l'état des destructions qui sont liées à ce conflit. Et justement, ces destructions causées par le conflit, y compris les tunnels, est-ce qu'elles sont suffisantes pour peser durablement sur une éventuelle reprise économique dans ce territoire? Écoutez, c'est une économie qui n'était basée uniquement que sur la consommation et non pas sur la production. C'est-à-dire qu'il n'y a eu à Gaza, pendant ces 10 dernières années, aucune entreprise, aucune industrie, aucune infrastructure de construite, parce que c'est un territoire qui est entièrement dominé par le gouvernement du Hamas, qui est un gouvernement qui a largement détourné les fonds qui circulent sur ce territoire à son profit. Et donc la reprise économique, si elle se fait après la fin de ce conflit, elle devra se faire bien sûr sur la base de l'aide internationale, mais avec des promesses que l'argent qui va circuler dans la bande de Gaza sera utilisé à des fins productives et non pas à des fins militaires. Sans quoi nous reviendrons 10 ans en arrière avec ce même scénario que l'on connaît aujourd'hui, une économie qui est totalement délabrée, totalement dépendante de l'assistance internationale et qui n'arrive pas à entrevoir ce développement économique, ce décollage économique qu'on aurait pu lui prédire lorsque Israël s'est retiré de ce territoire en 2005. Vous pensez que le développement de ce territoire passe d'abord par une vraie volonté politique et aussi un vrai contrôle des fonds internationaux qui sont déversés vers Gaza? C'est une question qui se pose. Certainement, le problème n'est pas de l'argent. Il y a beaucoup d'argent qui circule à Gaza. La question est de savoir quelle utilisation on va faire de cet argent. Et donc c'est une question qui est essentiellement politique, avant qu'elle est financière. Depuis 10 ans, le Palestinien est le peuple du monde qui est le plus aidé par l'aide internationale. Et donc la question est essentiellement l'usage de l'argent et non pas la quantité d'argent qui circule dans la bande de Gaza. Merci Jacques Bendelak d'avoir été avec nous. Alors je me tourne vers vous, Lionel Friedfeld, bienvenue à vous, notre analyste financier. Bonjour Lionel. Alors d'après vous, où se situe aujourd'hui le problème pour Gaza qui bénéficie, on l'a vu avec Jacques Bendelak, d'une aide conséquente de la part de la communauté internationale? Alors effectivement, je partage complètement ce que vient de dire Jacques Bendelak. La problématique, elle est très simple, c'est que le PNB par habitant à Gaza est de 1 700 $ par tête. Il est de 4 300 $ en Cisjordanie et de 33 000 $ en Israël. Ça veut dire qu'il y a une vraie problématique. Depuis des années, la bande de Gaza reçoit plusieurs milliards de dollars et cet argent est détourné en fait par le Hamas pour s'enrichir personnellement, premièrement. Deuxièmement, pour financer la guerre. On sait très bien qu'il y a eu des achats de missiles pour creuser des tunnels. Et donc cet argent ne va pas dans l'économie, il n'y a pas d'investissement dans l'infrastructure. Justement, l'absence de projet, y compris au niveau de l'infrastructure, est-ce qu'elle est de nature à entretenir un petit peu cette dépendance de Gaza vis-à-vis de l'étranger, de l'extérieur? Alors tout à fait, mais comment peut-on faire de l'infrastructure à Gaza alors que les projets d'infrastructure en général sont étalés sur du 25 ans? C'est ce qu'on appelle le BOT, le Build Operating Transfer, où l'État donne une concession pour construire une usine de désalinisation ou des autoroutes ou des hôpitaux. Aujourd'hui, c'est impossible de prévoir de tels
tel projet à Gaza. Les Israéliens ont essayé, ils voulaient construire un aéroport en face de Gaza, même il y a des champs de réserve de gaz énormes en face de Gaza, et ils voulaient donner jouissance de cette manne financière à Gaza et au Hamas, mais véritablement peut-on faire de tels cadeaux quand le lendemain la partie adverse vous envoie constamment des missiles? Merci Lionel, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Alors une question se pose ces jours-ci, comment le Hamas est-il parvenu depuis le précédent cessez-le-feu fin 2012 à renouveler et même augmenter son stock d'armes, un armement coûteux, une industrie locale même, et puis les images montrant le train de vie des leaders du Hamas comme Khaled Meshal au Qatar, et bien elles contrastent forcément avec la misère des Gazaouis. On va interroger le docteur Moshe Elad, enseignant au département Moyen-Orient au collège universitaire de Galilée occidentale au nord d'Israël. Vous êtes également colonel de réserve dans l'armée israélienne, alors vous connaissez bien le Hamas et son financement. Comment expliquer ces dérives d'un mouvement idéologique finalement dont une bonne partie des financements est détournée à des fins personnelles par certains dirigeants? Cela ne caractérise pas uniquement le Hamas, mais tous les régimes arabes au Moyen-Orient, comme la Syrie ou l'Iran. Nous ne pouvons aussi voir de tels phénomènes dans l'autorité palestinienne, où ces hauts fonctionnaires prélèvent d'importantes sommes d'argent. On a l'impression que ces dirigeants ont une telle position de force qu'ils se permettent de ponctionner sans risque des sommes extravagantes. Il y a donc tout un leadership qui s'est enrichi très rapidement, composé de milliardaires et de millionnaires, alors que le peuple, lui, ne perçoit rien. Et quel niveau de responsabilité attribuez-vous au Hamas dans la dégradation de la situation économique à Gaza? Le Hamas est responsable de tout ce qui se passe dans la bande de Gaza. Lorsqu'il y avait des tunnels de contrebande, l'économie à Gaza était en croissance. La vie était bonne et la société s'arrangeait plus ou moins de cette situation, puisque certains produits interdits pouvaient ainsi transiter dans la bande de Gaza. Israël et l'Égypte autorisaient par ailleurs le transfert d'une majorité de denrées à leur point de passage. Lorsque l'Égypte a commencé à fermer les tunnels et lorsqu'Israël a commencé à empêcher certains produits d'être importés, le Hamas a commencé à être sous pression et n'a pas pris en considération les besoins de la population. Les habitants de Gaza recevaient de l'eau 2 heures par jour, et de l'électricité seulement 3 heures. Il y avait parfois plusieurs heures d'attente pour s'approvisionner en essence. En plus de cela, le Hamas doit une facture d'1 milliard de dollars à la compagnie israélienne qui lui fournit l'électricité. Pourtant, il continue tout de même à percevoir les taxes dessus, sans en distribuer le moindre sou aux Gazaouis. La situation économique de la population est de plus en plus difficile. Et en matière de gestion économique, le Hamas a-t-il une doctrine ou même un projet économique pour la gestion de la bande de Gaza? Ça, bien sûr, je ne sais pas. Il faut le demander au Hamas lui-même. Mais je pense que si on fait un sondage à Gaza, que le Hamas soit d'accord ou non, c'est une autre question, nous verrons que la population est favorable à ce qu'il y ait des usines et des entreprises qui peuvent produire de l'électricité et dessaler de l'eau. Il y a là-bas 25% d'eau salée et donc inutilisable. Ce sont des besoins nécessaires pour eux. Il faut beaucoup d'entreprises et d'usines afin de faire baisser le niveau du chômage. Avec tout l'argent reçu par le Hamas, tout est réalisable. La question essentielle porte sur l'ordre des priorités du Hamas. Est-ce qu'il veut continuer dans son idéologie islamiste radicale et conserver tout l'argent qu'il récupère, ou veut-il investir ces sommes pour le bien-être de sa population? Si la communauté internationale empêche le Hamas d'utiliser cet argent comme il le souhaite, c'est toute la population de Gaza qui en ressortira vainqueur. Merci Dr Moshe Elad pour toutes ces explications. Alors Lionel, on voit une économie verrouillée par la mainmise du Hamas. Vous partagez cet avis? Il faudrait plus de supervision de la part de la communauté internationale sur les fonds qu'elle-même verse à Gaza? Tout à fait. En fait, il y a une manne financière qui arrive sur Gaza depuis des années. On parle de plusieurs milliards de dollars. Elle provient soit du Qatar, des États-Unis, de l'Union européenne, etc. Mais en fait, il y a un très mauvais contrôle de ces institutions, puisque l'argent est détourné par les membres du Hamas, notamment pour s'enrichir, mais également pour acheter des armes, et ça, on le sait. Et il faudrait véritablement faire des audits, mais surtout envoyer des gens en fait, du Fonds monétaire international et des institutions internationales dans la finance pour contrôler au quotidien en fait, ces institutions, notamment dans la bande de Gaza.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on a affaire à un Hamas qui est mis à mal, notamment par les destructions de tunnels, des tunnels de contrebande aussi, qui servaient en partie au financement du Hamas, et puis un manque relatif aussi d'appui à l'étranger, même si là c'est le Qatar qui est un petit peu en train de prendre le relais de l'Iran. C'est à ce niveau-là que ça pêche? Effectivement, ça pêche, mais en fait, la problématique, la situation ne va pas s'améliorer si cet argent ne va pas servir à reconstruire Gaza, véritablement faire des investissements d'infrastructures, des hôpitaux, des routes, des usines de désalinisation. Si cet argent sert simplement à acheter des armes, la situation ne va pas s'améliorer. Donc, la communauté internationale doit, on va dire, s'asseoir ensemble et véritablement définir des politiques économiques qui vont aider la population de Gaza et mettre dehors ces membres du Hamas qui sont devenus milliardaires, comme l'ancien Premier ministre, ou les gens qui se réfugient au Qatar, mais qui manipulent du Qatar la population du Hamas dans la bande de Gaza. Merci Lionel. Alors justement, pour élargir le sujet, on va s'intéresser au modèle économique des mouvements terroristes et des forces paramilitaires. Pour Israël, aujourd'hui, on l'a vu, il constitue une menace stratégique. Et outre le Hamas au sud, c'est sur la frontière libanaise au nord que le Hezbollah chiite est devenu ces dernières années quasiment une puissance régionale à lui seul. Il accumulerait plus de 60 000 missiles d'après les experts, 100 000 d'après l'armée israélienne. Et un expert du Hezbollah est en ligne avec nous, le journaliste Yves Mamou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, quel parallèle peut-on dresser entre le Hamas palestinien et la branche armée du Hezbollah libanais en termes de ressources, de capacités? Est-ce qu'on peut dire que le Hezbollah est plus puissant, plus organisé et avec des financements peut-être davantage sécurisés dans le sens régulier? Oui, tout à fait. On peut dire que le Hezbollah, c'est le grand frère et le Hamas, le petit frère. D'autant que le Hamas a été formé en grande partie jusqu'à la révolution syrienne, il y a 3 ans, par les Syriens et les spécialistes du Hezbollah qui eux-mêmes étaient formés par les Iraniens. Donc c'est la même culture militaire qui anime les deux organisations. Et c'est une structure. Mais il est évident que le Hamas a l'ancienneté pour lui, les financements pour lui, les armes et l'ancienneté. Donc effectivement, comme vous citez des chiffres, il est clair que le Hamas n'a pas la même capacité offensive en nombre de missiles que le Hezbollah. Mais il est clair aussi, il me paraît évident que le Hezbollah regarde ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et le Hamas à Gaza de manière extrêmement attentive pour voir quelles techniques de guerre utilise l'armée israélienne, parce que ce sont les mêmes problèmes, les mêmes stratégies basées sur des tunnels enterrés, des lance-missiles, des incursions prévues en territoire israélien par l'intermédiaire de tunnels secrets. Et ce sont ces mêmes techniques que le Hezbollah étudie pour voir comment il va pouvoir s'adapter et aller un peu plus loin dans sa capacité offensive contre Israël, sachant qu'une guerre est à peu près inévitable. Et concernant se produire aujourd'hui. Concernant le Hezbollah, est-ce que c'est une structure qui pourrait finalement suffire à elle-même aujourd'hui au niveau économique? Si elle le souhaitait, est-ce qu'elle pourrait créer suffisamment de richesse? Elle a franchi ce cap? Et, écoutez, je pense que c'est difficile de répondre de manière précise, mais il faut regarder quels sont les financements du Hezbollah. Il est clair que l'Iran a financé une grande partie de l'armement par des dons de missiles, par des conseils techniques, et que cette part-là est relativement continue et incompressible. Maintenant, en 30 ans d'existence, le Hezbollah a développé des financements qui lui sont propres, notamment dans le racket des communautés chiites un peu partout dans le monde, parce que notamment dans la Corne de l'Afrique, il y a des communautés chiites qui sont très introduites dans le commerce du diamant et qui contribuent, on le sait de façon certaine, à l'effort de guerre du Hezbollah. Il y a des rapports d'Interpol qui citent nommément le Hezbollah dans la contrefaçon de produits industriels et culturels de toutes sortes. Il y a des rapports du Congrès des États-Unis et des services spéciaux et des agences de lutte contre la drogue qui signalent la présence du Hezbollah dans le trafic de drogue et dans le blanchiment d'argent. Donc, une vraie organisation. Ça fait des réseaux de financement qui sont relativement conséquents. Merci beaucoup Yves Mamou pour ces éclairages. Lionel, en plus de l'arsenal, on l'a vu, c'est 60 000 combattants quand même le Hezbollah, c'est quasiment la moitié de l'armée libanaise, ça demande quand même des ressources assez conséquentes et puis un flux régulier à ce niveau-là. Effectivement, mais la grande différence entre le Hezbollah et le Hamas, c'est que le Hamas aujourd'hui est confiné dans la bande de Gaza, avec le Hezbollah évidemment au Liban, et ça c'est une vraie différence, parce que historiquement, effectivement, ils étaient financés par l'Iran, mais aujourd'hui, comme il vient d'être dit, il y a une diversification des sources de financement dans le trafic du diamant, dans la drogue en Amérique du Sud, et notamment ils utilisent cette diaspora libanaise pour justement racketter ces populations
et avoir énormément d'argent pour financer ces stocks d'armes. Alors Lionel, vous allez me dire que c'est peut-être anecdotique, mais le Hezbollah, c'est aussi un mouvement qui se réclame du socialisme islamique. Concrètement, comment ça se manifeste sur le plan économique? Oui, il y a toujours, on va dire, un côté politique, une branche armée, c'est un petit peu ironique, puisqu'effectivement, ils sont surtout comme vocation, ces mouvements, à faire la guerre. Le Hamas, c'est clair, c'est la destruction d'Israël, et le Hezbollah, étant un satellite de l'Iran, c'est également pour faire la guerre à Israël. Donc il n'y a pas de projet économique, comme on pourrait dire, socialiste ou néoconservateur, c'est pas du tout les termes. Ils ont des objectifs, c'est simplement la destruction de l'État d'Israël. Merci beaucoup Lionel Friedfeld de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition. Voilà, c'est tout pour cette spéciale d'Économie Le Mag. Merci à vous d'avoir été avec nous. L'info revient tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.